Bonjour à tous, bon après-midi, bonne soirée. C'est une réunion virtuelle. Je suis Ala Barakat, je viens d'Égypte et je fais partie du MSCPA, le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones, et je suis affiliée au HIC, Habitat International Coalition, au sein du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et je suis la facilitatrice pour les précaires de l'alimentation au sein du groupe de travail et facilitatrice du CC. Je voulais aussi tout d'abord faire quelques rappels logistiques et techniques. Pour l'audio, nous recommandons d'utiliser un casque ou des écouteurs si vous en avez. De parler lentement pendant votre intervention. Et je voudrais aussi rappeler à tout le monde que cette réunion va être enregistrée et sera disponible sur notre site web. Donc, sans plus tarder, je voudrais commencer cette note d'information publique et je voudrais tout d'abord commencer par présenter notre groupe de travail qui a été appelé Diversité des femmes et des genres. Et il s'agit d'un groupe de travail qui, comme son nom l'indique, se préoccupe des sujets qui ont à voir avec les femmes, mais pas seulement les femmes. C'est un groupe de travail au sein du MSCPA et c'est une articulation des politiques et une convergence des femmes et de la communauté LGBTQI. Et nous voulons renforcer au niveau mondial l'autodétermination des femmes et de la communauté LGBTQI pour déconstruire les récits qui les victimisent afin d'avoir une transformation de nos systèmes alimentaires, afin de faire une convergence des luttes et de développer les politiques du CSA et du MSCPA. Le groupe de travail est un espace non binaire ouvert aux hommes et aux femmes et aux LGBTQI. Et nous nous engageons sur les politiques du CSA au sein des Nations Unies, sur les politiques et les directives sur l'autonomisation des femmes, des fillettes et dans une perspective de genre intersectionnel. Donc, ces directives seront finalisées d'ici août 2022. Dans ce contexte, aujourd'hui, nous avons cette note d'information publique. Je souhaiterais peut-être commenter brièvement sur la dénomination de notre groupe qui vient d'être modifiée. Si vous allez sur le site web, il s'appelle toujours le groupe de travail des femmes, mais nous l'avons modifié pour ce nouveau titre, Diversité des femmes et des genres, car l'idée derrière cette dénomination, cette nouvelle dénomination, nous souhaitions que le groupe soit plus inclusif afin de refléter les expériences et besoins de ses membres. Donc, nous avons proposé la modification du nom et d'y ajouter le mot « genre », d'autant plus que la perspective de genre est inclue dans les directives qui sont en train d'être négociées au sein du CSA. Le terme « genre » est aussi accepté par plusieurs documents et politiques des Nations Unies. Donc, nous voulons continuer en ce sens en renommant le groupe pour parler des orientations sexuelles de la perspective de genre qui sont en accord avec une approche des droits de l'homme, des droits humains, pardon. Et
pour que les personnes qui ne s'identifient pas à l'identité binaire puissent être incluses. Donc, nous en avons parlé pendant plusieurs réunions au sein de plus petits groupes, au sein du groupe de travail, la raison d'être de ce changement. Et nous avons parlé de plusieurs aspects, plusieurs volets du changement de nom et quels étaient les dossiers dont nous prenions compte, les sujets dont nous prenions compte. Et nous avons donc fait un sondage sur 2 noms possibles. Et enfin, la semaine dernière, après que plus de aient répondu à ce sondage, nous nous sommes décantés pour diversité des femmes et des genres, qui est donc notre nouvelle dénomination pour ce groupe de travail. Et à l'avenir, ce sera donc la dénomination que nous allons utiliser pour tous les documents et bien entendu pour le site web. Donc, c'est le moment maintenant de parler de ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans ce contexte de négociation du document de politique sur l'égalité et l'autonomisation des femmes et des fillettes vis-à-vis du droit à l'alimentation et la sécurité alimentaire, le MSCPA, le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones, dans son rapport avec le CSA, a créé et vous a invité à participer à cette note d'information publique où plusieurs intervenantes venant de différents groupes de notre mécanisme, de petits producteurs et productrices, de petites organisations de production d'aliments et d'autres secteurs vont intervenir pour l'autonomisation des femmes et des fillettes et dans une perspective de genre. Donc, elles parleront de ces négociations à venir et l'idée, c'est vraiment d'échanger sur nos priorités clés et de voir comment obtenir un effet de levier sur ces négociations. Je voudrais tout d'abord demander je vais tout d'abord nommer nos intervenantes. Nous avons 5 intervenantes et j'espère que nous aurons du temps pour des questions et commentaires à la fin de cette réunion. Donc, nous allons commencer sans attendre et je vais donc demander à Glorène. Glorène Das est coordinatrice du groupe de travail sur la diversité des femmes et des genres et elle représente la coalition des femmes rurales asiatiques en Malaisie. Glorène, c'est à toi. Merci Hala, merci pour ce passage en revue et de contextualisation de notre groupe et du nouveau nom, la nouvelle dénomination. Merci d'être présent et présente de façon virtuelle. Donc, je suis Glorène Das. Je suis la directrice exécutive d'Antaganita, ce qui veut dire la force des femmes. C'est une petite ONG en Malaisie qui travaille sur les migrantes, les réfugiés, les demandeurs et demandeuses d'asile politique et les déplacés. Cette ONG fait partie de la coalition des femmes asiatiques rurales qui fait partie du MSCPA. Comme Hala l'a mentionné plus tôt, je suis l'une des coordinatrices du groupe de travail sur la diversité des femmes et des genres au sein du MSCPA. Dans mon organisation, il y a beaucoup d'organisations citoyennes de différents secteurs et de différentes régions qui participent dans ce groupe de travail. Par exemple,
l'organisation de paysans, les sans-terre, des organisations de pêcheurs et de pêcheuses, des jeunes et bien d'autres. Donc, en tant que représentante d'une organisation citoyenne en Malaisie qui travaille avec les réfugiés, les migrants, les victimes de déplacement des femmes et de l'esclavage et de la traite des femmes, nous continuons de voir des centaines, des milliers, pardon, de cas où les femmes font face à des discriminations et des violences sexuelles basées sur le genre au niveau quotidien, quotidiennes. Les violations les plus courantes sont celles des employeurs et des employeuses et des agences de recrutement, que ce soit des violations psychologiques, économiques, financières, physiques. Mais ce que nous avons vu ces dernières années, c'est aussi le manque de nourriture auquel sont soumises ces victimes, qui sont des fois enfermées sur leur lieu de travail, qui ne sont pas rémunérées ou qui travaillent pendant des journées interminables sans une alimentation adéquate et sans heures de repos. Donc, une domestique malaisienne, par exemple, a dû être sauvée il y a quelques mois et maintenant elle est résidente dans notre foyer. Elle nous a dit dans sa déclaration et son témoignage, ma majikan, ce qui veut dire mon employeuse, pardon, me donnait que des nouilles asiatiques instantanées 3 fois par jour, sans pain, sans fruits, sans viande. Donc, des fois, je n'avais même pas à manger. Et elle me demandait de la remercier pour d'avoir ne serait-ce qu'un peu d'aliments. Je n'avais jamais de fruits travaillé pendant les 2 ans que j'ai travaillé pour elle. Quand elle n'était pas contente de mon travail ou lorsque je demandais plus d'aliments, elle me punit, elle me punissait. J'ai perdu tellement de poids pendant ces années où j'ai travaillé. Souris, ce qui n'est pas son vrai nom, a été hospitalisée car elle avait perdu énormément de poids. En 1 an, elle avait perdu 20 kilos et elle n'avait plus ses règles. Mes amis, ça c'est juste un témoignage d'une domestique en Malaisie, mais nous avons au moins 67 000 domestiques dans le monde qui sont confrontés à une situation similaire et cela n'inclut même pas les enfants. Quand la pandémie a commencé dans la région et particulièrement en Malaisie, les communautés de réfugiés et de demandeurs et demandeuses d'asile avaient plus peur du manque de nourriture que du virus lui-même. Par les membres les membres principaux Tout de la famille. particulièrement les hommes en raison des fermetures, des restrictions de mouvement, de l'absence d'emploi et de nourriture. À cette époque, nous avons également constaté une discrimination évidente à l'encontre de ces communautés de marginaux, les politiques de soutien et d'aide n'étant pas inclusives, mais plutôt exclusives pour les citoyens, même lorsque leurs besoins fondamentaux étaient satisfaits. Dans le cadre du processus sur l'égalité des sexes, grâce à ces négociations et aux lignes directrices, nous, au niveau de la base et au niveau du MSCPA, sommes en mesure de voir les possibilités de traiter la violence sexiste et sexuelle avec les communautés en marge, et ce, en mettant en place des principes et des orientations politiques, non seulement au niveau mondial, mais aussi au niveau régional et national, et surtout au niveau de la base, ce qui permet de renforcer et d'améliorer les interventions et les services actuels, ainsi que de développer un mécanisme juridique solide. Nous envisageons également ces lignes directrices comme un outil permettant de développer de bons mécanismes de suivi et des systèmes d'orientation, non seulement par les organisations comme les nôtres, mais aussi par les personnes directement concernées.
en les dirigeant vers des agences et organismes compétents. Il existe également des recommandations concernant les organisations et les mouvements de femmes qui sont essentielles pour faire progresser les droits humains, les droits des femmes dans les cadres politiques et juridiques. Il est essentiel de créer un espace sûr pour que ces communautés marginalisées puissent collectivement atteindre leur plein potentiel, car tout être humain a le droit de vivre une vie exempte de toute forme de violence et de discrimination. En tant que tel, nous appelons à un monde exempt de toute forme de violence et de discrimination sexuelle et fondée sur le genre. Suite à l'expérience de la crise de la COVID-19, le temps est maintenant venu de mettre en place des politiques publiques, des instruments et des cadres clairs contre la violence sexuelle et sexiste et la discrimination. Il est urgent de s'attaquer à la violence structurelle créée par le système économique actuel, par la guerre, les conflits, les occupations et la crise climatique actuelle. Nous devons garantir le droit à l'alimentation pour ces communautés qui sont sévèrement touchées. Merci beaucoup. Hala, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Glorène, pour cette présentation. Les idées ont été clairement exposées et l'exemple est plus que pertinent. Je pense que cela résonne chez nombre d'entre nous dans le monde entier. Ce sont des situations qui se répètent dans de nombreux pays et tout particulièrement dans les pays en développement. Et il faut mettre fin à ces problèmes et aborder cette problématique dans les lignes directrices. Je vais maintenant donner la parole à Swad de la Tunisie, qui fait partie de la Marche mondiale pour les femmes. Elle va nous parler d'une autre problématique fondamentale sur laquelle nous devons travailler et que nous devons mettre dans les lignes directrices en négociation. Vous avez la parole, Swad. Merci, Hella, et merci pour toute la présence. Et on est honoré de votre présence et de nous entendre pour expliciter nos demandes et nos suggestions par rapport à ces lignes directrices, car c'est très important pour nous qu'on y trouve toutes les catégories de femmes et toutes les catégories des êtres humains qui peuvent être inclus dans le groupe. Avant tout, je me présente. Pardon, excusez-moi, Swad, pour je n'entends pas l'interprétation en anglais, de français en anglais. Julie, c'est... Swad. Et Oui. peut-être Swad. OK. So, Swad, oui, tu peux continuer. Merci. D'accord. Je fais les liens. Je suis membre de la coordination de la Marche mondiale des femmes qui englobe en Tunisie plein d'associations féminines, d'associations des droits de l'homme, d'associations de l'agriculture et plein d'autres activités qui ont attrait à cette coordination. On travaille avec l'association des femmes démocrates tunisiennes toutes les formes de discrimination de sexe et contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Nous militons également pour une Tunisie qui respecte la dignité, les libertés, la démocratie, l'égalité et la justice sociale. Juste pour revenir à notre au document de ligne qu'on est en train de préparer, qu'on voulait expliciter quelques manques qui peuvent attrer à des situations bien importantes qui méritent d'être citées dans le document. C'est que, par exemple, pour la situation des conflits et leurs conséquences, elles sont abordées et c'est bien ça, parce que c'est vraiment un plus dans les lignes directrices, mais la situation d'occupation qui mérite en péril et l'accès à la nourriture et aux ressources et aux droits de femmes, tout aussi gravement que les conflits est quelque part négligé. Il est en effet très important de considérer les situations des femmes
dans les zones occupées, dimension de violence, des discriminations auxquelles elles sont confrontées, les femmes. Nous savons très bien que dans un contexte d'inégalité croissante, l'accès à des ressources clés comme l'eau, la terre, les forêts, les lieux de pêche et les terrains de parcours sont cibles de violations des droits humains des femmes et des populations. Dans les pays développés comme notre région Bénin, la terre est un important moyen de protection contre la pauvreté. Les droits des femmes à la terre sont toutefois bafoués, ce qui perpétue la pauvreté et accentue les inégalités des sexes. Des problèmes liés à l'occupation des terres et des ressources naturelles s'inscrivent aussi dans des processus plus généraux d'exclusion politique et de discrimination sociale, de marginalisation économique, et cela est une violation des règles de droit international. Et l'occupation, comme vous le savez tous, entrave l'indépendance, la souveraineté et le développement des peuples, et elle bloque aussi des hommes et des femmes à leurs droits naturels et inhérents. Et je crois que le bel exemple, le bon exemple et le mauvais exemple, comme vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, c'est l'exemple de la Palestine qui est très flagrant. Et c'est le dernier des occupations des terres occupées d'une manière assez flagrante. En Palestine, l'occupation israélienne a déplacé les Palestiniens originaires de la terre en utilisant les forces militaires brutales, maintient l'annexion des territoires palestiniens, l'appropriation des ressources naturelles, le déplacement forcé des meurtres délibérés, le siège, l'isolement et la restriction à la liberté de circulation. La situation des femmes palestiniennes, en particulier celles qui vivent dans les zones sous le contrôle total de l'occupation, est confrontée à de nombreux problèmes en raison de l'occupation et de la fermeture de ces zones. La plupart de ces territoires sont réservés au profit des colonies israéliennes, ce qui augmente les violations et les attaques contre les moyens de subsistance des communautés palestiniennes. Les gens vivent dans l'incertitude et la menace, étant obligés de partir de leur terre. Ce sont également les femmes qui se positionnent contre les entreprises qui usurpent les terres agricoles pour le développement urbain. Bien que le pourcentage des femmes propriétaires fonciers soit limité en raison de l'héritage historique traditionnel, un sujet que je vais aborder à la fin, la plupart de ces femmes préservent les terres de différentes manières. De plus, les femmes s'efforcent de protéger la terre et de la contamination et du vandalisme, en privilégiant l'utilisation des engrais naturels, la plantation et la préservation des semences natives face aux semences génétiquement modifiées. La participation des femmes palestiniennes aux comités agricoles et à la défense des droits des agriculteurs s'est accrue, tant dans les comités féminins que dans d'autres comités agricoles mixtes. Par conséquent, je crois que lors de l'élaboration des lignes directrices sur l'égalité de genre, le CSA doit tenir compte du fait que le concept de genre n'est pas un concept limité. Il comprend toutes les identités de genre existantes. Il est important de comprendre que l'invisibilité des femmes sous territoire occupé dans l'actuel projet de négociation représente une lacune qui a des impacts directs dans la prise de décision sur les questions sociales, économiques, politiques, tout en renforçant la marginalisation, la discrimination et la violence de cette catégorie de femmes vivant dans des situations particulières. En outre, il est extrêmement important d'aborder ces aspects de conflits armés où la colonisation directe et les interventions néolibérales ont entraîné un coût humain international élevé, avec un nombre sans précédent d'immigrants, de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur de la région, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Ce phénomène a également donné lieu à des violations des terres, à la colonisation en Palestine, où les femmes et les enfants et tous les résidents sont arrachés à la ligne de mire de la communauté internationale. Des civilisations entières, des peuples autochtones et des villes ont été détruites
par la machine de guerre capitaliste sous de nombreux titres. Dans la réalité, la colonisation dans laquelle vivent les peuples empêchés par l'armée d'occupation et par les colons d'accéder à leur culture et de les cultiver et d'en tirer profit. Cultures qui sont exposées aux attaques des colons qui brûlent et détruisent leurs arbres et leurs plantations. Les terres agricoles de la bande de Gaza font également l'objet d'attaques militaires israéliennes. Et de plus, les autorités d'occupants cherchent également à saper la capacité du peuple palestinien à tirer profit de ces terres et en contrôlant les ressources en eau et en volant l'eau palestinienne. Ça, c'est pour expliquer d'une part l'absurdité de l'occupation. D'autre part, pour la lutte des femmes palestiniennes sur la terre est une lutte pour libérer la colonisation de l'occupation. Et elle se constitue ainsi comme l'avant-garde de la résistance sur la terre et par la persévérance et à faire face aux attaques du colon. Cela devient évident à la vue du rôle important des femmes sur terre qui assurent le travail le plus difficile de la fonction agricole. Les femmes palestiniennes poursuivent leur lutte pour récupérer leurs terres du colonialisme, de l'occupation et des colonies du peuplement, de dépeuplement, en cherchant à obtenir la souveraineté sur leurs terres et leurs droits de propriété foncière. Ils le partagent avec le reste du pays dont le régime français se basant sur la religion et les droits coutumiers. Et ça, c'est un autre volet dont les femmes palestiniennes le placent, je ne dirais pas en deuxième lieu, mais c'est quelque part, c'est en luttant contre l'occupation et l'économie, elles luttent aussi pour avoir des droits égalitaires égaux. Par ailleurs, et ça, c'est une autre atonie dans la région de Ménia. La situation particulière auquel font face les femmes dans notre région, c'est qu'il est difficile d'élaborer des politiques favorables aux femmes. Notre compréhension générale de l'importance de la terre et des politiques pour les femmes ne suffit pas. Nous devons aller au-delà et examiner le défi particulier que certains facteurs, comme l'égalité dans l'héritage et les particularités de contexte culturel créent pour les femmes. La distinction entre accès, utilisation et contrôle a également des implications importantes pour la formulation des politiques. L'examen des particularités des rapports des femmes à la terre révèle leur zone de vulnérabilité. Les interventions qui visent simplement à donner aux femmes l'accès à la terre, telle culture n'améliorent pas nécessairement leur bien-être et ne leur permettent pas forcément d'apprendre les commandes de leur vie. Ce n'est pas l'accès des femmes à la terre access of women to land qui pose problème seulement, mais c'est le droit de produire. But the right to produce. De nouveaux enjeux qui deviennent aussi un intérêt renouvelé pour la question des femmes et de la terre, la crise alimentaire, l'énergétique, accaparement des terres de la part des gouvernements étrangers et entités transnationales. Ce sont là quelques éléments qui tentent, juste un petit paragraphe, qui tentent de montrer comment les femmes vivent dans des territoires occupés, to show how women live in particular, especially for the right to food, as well as for the role they play in food systems. I'm really sorry for taking so long, and the interpreter apologies, but there is no camera and the sound is not too good because the speaker is not using a mic. Of Souad's intervention. I hope we have not lost it completely. Thank you, Souad. So now we're going to move on to the next speaker. In fact, we have a video. The video is Donc nous avons la vidéo
Donc, la vidéo parle de l'intersectionnalité. Et je voudrais mentionner que notre groupe de travail a aussi une participation très forte des organisations de producteurs, de productrices et des mouvements sociaux, mais ils ne pouvaient pas participer aujourd'hui en raison il semblerait que je me suis trompée. Avant la vidéo, nous avons Gertrude qui va intervenir. Gertrude, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, ma vidéo n'est... Je vais couper ma caméra parce qu'Internet, malheureusement, ici n'est pas très stable. Voilà, merci beaucoup. Donc, je présente sur les systèmes alimentaires locaux et dans une perspective de la région africaine. Dans notre région, nous avons la section 3.4 sur l'autonomisation des femmes dans le contexte de systèmes alimentaires durables. Nous avons un rôle fondamental à jouer dans la production alimentaire, dans l'autonomisation des femmes, dans un système durable alimentaire, ne peut jamais être trop évoqué. Il y a des opportunités d'ancrage dans les opportunités politiques pour retravailler les pratiques culturelles et des normes sociales. Mais le monde néolibéral actuel est une menace pour l'autonomisation des femmes. Dans le monde néolibéral d'aujourd'hui, la planète et les gens et les peuples souffrent d'un manque d'action quant à la détérioration de l'environnement. 90% de la population mondiale est appauvrie et le reste, 10%, est une élite d'hommes qui contrôlent les corporations internationales, les multinationales qui ont la main mise sur les ressources, incluant l'innovation, l'exacerbation de l'appauvrissement des femmes et un problème de dotation, de pouvoir, d'agence et d'inclusion sociale. Les systèmes locaux de production alimentaire doivent être transparents et ne doivent pas être discriminatoires. Nous devons respecter les droits des paysans et des paysannes dans les systèmes locaux de production alimentaire en les reconnectant avec des réseaux intérieurs et des marchés intérieurs, des marchés locaux, avec des intrants d'aliments locaux à des prix raisonnables pour la production alimentaire locale. Il y a toujours ce problème des profits privés. Il y a des éléments manquants quant à la transformation des relations de pouvoir basées sur le genre, le problème de contrôle et de prise de décision sur les ressources productives et la réduction et reconnaître les différences de paiement pour les travailleuses de soins. La production économique masculine dans une usine, par exemple, est impossible sans le travail de soins réalisé par les femmes pour maintenir le tissu social en place. Les marchés territoriaux sont de plus en plus inondés par des produits alimentaires, particulièrement par des produits importés, particulièrement dans les situations de conflit, d'instabilité et d'occupation. Les paysans dans le
le Nord développé font face à une volatilité des prix. Où sont les paysans? Où sont nos paysans qui doivent faire face aux forces du marché et à leurs ravages? Il y a un investissement auprès des petits producteurs. Nous devons développer des technologies appropriées avec les contributions des femmes et celles-ci doivent être sous le contrôle des femmes pour servir des systèmes locaux de production alimentaire. L'énergie solaire, par exemple, pourrait ou de l'eau potable ou ça pourrait améliorer la chaîne générale de valeur alimentaire. Nous recommandons une approche intersectionnelle. En parlant de l'intersectionnalité, je voudrais aller très loin et nous refusons d'avoir une vision très étroite. Nous ne voulons pas avoir une vision étroite du genre. Merci pour ce point très clair et l'importance de la production alimentaire locale. Et merci beaucoup d'avoir respecté le temps imparti. Maintenant, c'est la vidéo. D'organisations de producteurs et de mouvements sociaux au Brésil. Très forte des latino-américains, mais à cause de l'heure, donc nous aimerions apporter leur perspective et leur réalité d'expérience à travers la vidéo. La vidéo montre comment le racisme a un impact néfaste sur les modes de subsistance des femmes qui subissent le racisme. Cela a été préparé par Viviane Mocta de l'Organisation brésilienne pour l'agroécologie. Nous aurons de l'interprétation en français et en anglais de la vidéo réalisée en espagnol. On peut mettre la vidéo, s'il vous plaît? Nous n'entendons pas la vidéo, désolé. Nous ne pouvons pas interpréter. Oui, elle a dit qu'elle ne peut pas entendre non plus. Oui, un moment, Ala, un petit moment. Nous allons régler le problème. Hola, mi nombre es Vivian. Bonjour, je m'appelle Viviane, je vis au Brésil et je veux vous présenter comment ici, les femmes dans toute leur diversité et en particulier les Noirs se battent pour un accès à des droits humains qui sont liés à la sécurité des femmes, car dans mon pays, nous avons les plus hauts nombres de violences contre les femmes pour une question de genre, par des questions de machisme, de patriarcat. Nous menons aussi une lutte très forte pour les territoires, pour la sécurité alimentaire, pour l'accès à l'éducation, à la santé,
Donc, nous, les femmes, nous construisons des stratégies pour campier, pour changer cette réalité de mort et d'une vie qui n'est donc pas heureuse et qui n'est pas sûre. Les femmes ici au Brésil luttent pour occuper les espaces de pouvoir du système judiciaire, de l'espace politique, des organisations de représentation et des espaces des militantes. Nous luttons contre le racisme de façon intersectionnelle en pensant le processus d'organisation des races et leur effet sur notre marginalisation dans la société. Nous nous unissons dans des collectifs de lutte et nous occupons des espaces de transformation en changeant, en menant une lutte pour changer la gouvernance et le gouvernement et l'État qui discriminent les femmes afin de construire un territoire, un pays qui répondent et qui reconnaissent les femmes comme des actrices fondamentales et qui reconnaissent le travail fondamental que nous faisons dans cette société. C'est la société que nous voulons, une société qui valorise les femmes, la diversité des femmes et qui comprennent que le femmes des femmes est fondamental. Thank you very, very much. Merci beaucoup, beaucoup. Il s'agit là d'un point très intéressant et très important qui doit clairement être défini comme l'une de nos priorités et de nos préoccupations. Nous avons maintenant encore une intervenante, Paola de la Via Campesina, d'origine brésilienne, qui habite en Allemagne. Elle parlera d'inclusion et de la définition de la diversité de genre. Paola, vous avez la parole. Merci beaucoup, Hala. Comme les autres camarades ici, je suis une membre active du groupe de travail sur les femmes et la diversité de genre de la MSCPA. Je suis également membre du CC du MSCPA, représentant le groupe des petits exploitants agricoles. J'ai été nommée par la Via Campesina, qui est le plus grand mouvement paysan mondial. Je suis brésilienne, non-binaire. Je suis devenue petite exploitante agricole dans une ferme communautaire en Allemagne. Dans mon pays d'origine, le Brésil, j'ai fait face à de nombreuses discriminations en raison de mon genre non-binaire, ce qui m'a poussée à émigrer. Le Brésil est en tête du classement des violences commises contre les LGBTQI dans le monde. Beaucoup d'entre nous sont tués. Les LGBTI ruraux sont souvent expulsés vers les centres urbains. Et bien que la réalité en Allemagne soit bien différente, ce n'est pas aussi grave qu'au Brésil, mais pourtant ici également, je n'ai pas trouvé dans les zones rurales un environnement accueillant. Cependant, au lieu de fuir une fois de plus, et bien que cela n'ait pas du tout été une tâche facile, j'ai réussi ici à trouver et à développer des structures collectives, locales, auto-organisées qui peuvent fournir des espaces sûrs et apporter un soutien aux personnes comme moi. Au sein de la Via Campesina, il y a des processus depuis 2015 dans différentes régions autour de la visibilité, de l'inclusion et du renforcement du genre et des paysans sans terre, femmes rurales et jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre dans les zones rurales et dans le secteur agricole. Nous nous sommes réunis pour parler des différentes couches de discrimination et de violence auxquelles nous sommes confrontés et qui, dans de nombreux pays, ne sont pas prises en compte par les politiques actuelles. Nous avons développé des stratégies collectives pour y faire face.
il est très important de comprendre que même si nous avons effectivement des expériences personnelles de discrimination et marginalisation sociale, institutionnelle et environnementale, et même de santé mentale, il ne s'agit pas de problèmes individuels et privés. Ils sont le résultat de dynamiques sociales qui doivent être abordées collectivement et conduire à des politiques publiques capables de répondre aux violations des droits de l'homme auxquelles nous sommes confrontés. Dans un contexte d'inégalité croissante au niveau mondial, le corps, les identités sexuelles et de genre sont également pris pour cible. La violation des droits humains des femmes et des personnes non hétéronormatives est perpétuée par des discours misogynes, homophobes, transphobes, le tout allié à un nationalisme et à une xénophobie extrême, une suprématie culturelle et raciale. Dans le monde entier, les personnes LGBTI restent souvent marginalisées et se voient refuser leurs droits politiques et civils, ainsi que leurs droits économiques, sociaux et culturels. La discrimination structurelle conduit nombre d'entre nous à vivre dans un environnement d'exclusion sociale dans lequel les droits fondamentaux, tels que le droit, ne sont pas garantis. En ce qui concerne l'agriculture, nous pouvons dire que les rôles de genre et les tâches prédéfinies en fonction de la constitution biologique de chacun sont également des aspects auxquels les personnes LGBTQI rurales du monde entier sont régulièrement confrontées. Nous sommes plongés dans une activité où les rôles et les tâches sont souvent basés sur une division dichotomique de la société qui serait fondée sur un modèle de genre binaire. Et le non-respect de ces normes a souvent des conséquences dramatiques. Dans de nombreux contextes, par exemple, les producteurs alimentaires LGBTQI sont contraints de quitter la campagne et leurs fermes en raison de la violence et de la discrimination dont ils sont victimes en raison de leur identité et en raison de leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle. Certains même se suicident en raison de la stigmatisation sociale qui existe à l'encontre des lesbiennes, des gays, des trans, des queers. Et beaucoup d'autres sont tués ou emprisonnés. Dans la majorité des pays, la propriété foncière n'est accordée qu'aux couples hétéronormatifs. Et de ce fait, les couples homosexuels, qui constituent une famille, non? Ils sont totalement exclus et font face à une négation de leurs droits. Les personnes autochtones LGBTQI savent également ce que signifie la discrimination à l'intérieur et à l'extérieur de leur communauté. Elles sont souvent confrontées dans leur propre corps aux impacts négatifs de la colonisation qui a presque éliminé complètement la richesse des sexualités et spiritualités ancestrales des communautés autochtones dans de nombreux endroits. Il y a d'autres exemples urbains de l'exclusion institutionnelle à laquelle sont confrontées les personnes trans pauvres lorsqu'elles cherchent à obtenir la charité. Il y a pourtant des structures d'urgence qui ont été mises en place pour fournir un abri et de la nourriture aux personnes pauvres dans les zones urbaines, mais elles sont organisées par sexe et font des suppositions incorrectes sur l'identité de genre des personnes et ne parviennent donc pas à soutenir les personnes trans pauvres. Tous ces exemples ont un impact direct sur la vie et le droit à l'alimentation et à la nutrition de ces personnes. Par conséquent, lorsque l'on élabore des lignes directrices sur l'égalité des sexes, le CSA doit tenir compte du fait que le concept de genre n'est pas un concept limité uniquement au genre féminin et masculin. Il comprend toutes les identités de genre existantes. Il est important de comprendre que l'invisibilisation des non-genres dans le récit normatif, la narrative normative, représente la reproduction d'une construction sociale qui a des impacts directs dans la prise de décision sur l'inclusion sociale, économique et politique, ce qui reproduit donc des privilèges
Le tout en augmentant la marginalisation, la discrimination et la violence de tous ceux qui ne correspondent pas à cette norme. Les normes binaires de genre sont donc ancrées dans des inégalités sociales. Malheureusement, la défense des droits des personnes LGBTQI est largement passée sous silence dans les débats plus larges sur les droits humains, ainsi que dans les processus politiques sur le droit à l'alimentation et à la nutrition jusqu'à présent. Par conséquent, le processus actuel de négociation des directives nous offre une belle opportunité d'être ambitieux et de ne pas reproduire ces erreurs, mais plutôt d'aborder la discrimination à laquelle font face les personnes de genre non cis hétéronormatives et les impacts sur leur droit à l'alimentation et à la nutrition. C'est pourquoi nous considérons qu'il est extrêmement important d'aborder ces aspects pour le MSCPA et nous devons inclure toutes ces normes dans les lignes directives. La première étape serait reconnaître les stéréotypes persistants, les rapports de force entre les genres cis, non cis, les inégalités et les violences fondamentales auxquelles sont confrontées les femmes et les filles dans toute leur diversité, y compris les femmes lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles, ainsi que les gays, bisexuels, transsexuels, ainsi que les autres personnes de genre différents et les personnes intersexuées. Ainsi, le CSA rendrait justice à ces objectifs de recherche d'une véritable égalité des sexes dans les systèmes alimentaires et ne tomberait pas dans une approche cis-hétéronormative qui laisse de côté tant de personnes marginalisées, tout particulièrement celles qui sont confrontées à des discriminations multiples et intersectionnelles. Merci beaucoup, Hala. Merci, Paola. Je souhaite remercier tous les intervenants qui ont été très clairs et personnels dans leur présentation, à l'heure de partager avec nous aujourd'hui leurs priorités en tant que groupe de travail et le message clé sur lequel nous allons insister, et bien évidemment en anticipant les négociations futures. Nous avons 5 à 10 minutes pour une session questions-réponses. Si quelqu'un a des questions à poser, des commentaires à formuler, si vous n'hésitez pas à lever la main, écrire dans le chat, s'il y a quoi que ce soit. Je souhaite également rappeler à tout le monde que nous enregistrons cette réunion. Ce sera donc disponible sur notre site Internet. J'espère que vous avez bien compris les messages clés et comme ça, ils seront accessibles à tous et à toutes. Donc, cela nous aidera dans le processus et dans les négociations. Je ne vois donc aucune main levée. Eh bien, si personne n'a rien à ajouter, peut-être que nous pouvons mettre fin à cette réunion publique, à ce briefing public. Je souhaite remercier les intervenants, les interprètes, ainsi que tous les participants aujourd'hui. J'espère que notre message
est bien passé, que tout était clair. Dernière fois, est-ce que quelqu'un souhaite lever la main, formuler des commentaires, poser des questions? Mais sinon, merci encore à toutes et à tous. Belle journée, soirée, bonne nuit, peu importe où vous êtes. Et nous avons hâte de compter sur votre participation future et sur vos retours. N'hésitez pas. Merci encore.